Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast de l'ADN. Je suis Marine Proté, responsable de la rubrique tech du site web de l'ADN. Et aujourd'hui, je reçois Tariq Krim. Donc Tariq Krim qui est un entrepreneur français du web, qui était présent au tout début du lancement du web en France, donc c'est-à-dire dans les années 90, et qui a notamment cofondé la société NetVibes en 2005. Et aujourd'hui, vous défendez plutôt ce que vous appelez le slow web, donc c'est-à-dire un web plus éthique, plus respectueux notamment des données de ses utilisateurs, qui n'essaie pas de les rendre accros. Donc vous nous en direz un peu plus sur ce concept au cours de cette interview. Et je vous reçois aujourd'hui en fait pour parler du vent critique qui souffle sur la tech pour différentes raisons, son modèle de financement, de développement, mais aussi les valeurs qu'il porte et l'éthique qui derrière ce numérique. Donc j'aimerais qu'on revienne dans un premier temps sur une des actualités qui a marqué l'année 2019 pour la tech. C'est cette levée de fonds de record de Miro. Donc Miro qui est une start-up française qui met en relation des photographes et des entreprises et qui a réussi à récolter 230 millions de dollars, donc c'est-à-dire 204 millions d'euros environ, auprès d'investisseurs pour, je cite, disrupter le monde de la photographie. Et en parallèle, ce modèle de plateforme est très critiqué par les photographes eux-mêmes qui craignent une précarisation de leur métier puisque les prestations donc, sur Miro sont très peu rémunérées. Et les photographes sont notamment obligés de céder l'ensemble de leurs droits. Donc j'aimerais déjà vous demander ce que vous évoque cette levée de fonds de record de Miro. Je rappelle que vous avez, à l'époque de NetVibes, vous aviez levé 12 millions d'euros en série A et qu'à l'époque, c'était déjà une très grosse levée de fonds. Donc vous avez un peu une connaissance de ce modèle de financement. Avant tout, bonjour, merci de me recevoir sur ce podcast. Effectivement, j'ai eu de la chance que je m'intéresse à l'Internet depuis quasiment le milieu des années 80. Il y avait ce qu'on appelait les BBS, qui étaient les réseaux avant, et j'ai eu la chance de voir ce nouveau média, médium et technologie se lancer. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, alors on est... je rappelle toujours cette anecdote quand on me parle de levée de fonds. Dans les années 90, en fait, je suis parti dans la Silicon Valley. Je travaillais dans une start-up qui était affiliée à une compagnie assez connue à l'époque. C'était Sun, qui était en train de lancer le langage Java. Et je suis parti quasiment du jour au lendemain à San Francisco. Et là, j'ai découvert en fait tout ce dont je rêvais quand j'étais beaucoup plus jeune, la Silicon Valley, Apple... les grandes sociétés. Le CTO à l'époque, c'était une version plus jeune d'Eric Schmidt, qui est maintenant le patron qui a été pendant longtemps le patron de Google. Et ce qui était fascinant à l'époque, c'est qu'on séparait les sociétés en deux. Il y avait ce qu'on appelait les startups, qui étaient essentiellement des boîtes qui faisaient de la technologie. Moi, à l'époque, je travaillais pour une filiale de Sun et de Thomson, une sorte de joint venture qui s'appelait OpenTV, qui est d'ailleurs après... l'équipe est allée monter chez Google Android TV et toute la stratégie TV de Google. Mais à l'époque, les boîtes qu'on appelait des startups étaient essentiellement des boîtes de technologie qui développaient de la technologie. Et les gens qui utilisaient l'Internet pour faire du business, à l'époque, il y avait Amazon, CNET, plein de boîtes qui se sont créées. On appelait ça des .com pour dire, voilà, on est des .com ou des .fr. Et en France, on a eu ce circuit un peu similaire. Et quand je suis rentré en fait de San Francisco à Paris au tout début des années 2000, j'étais étonné parce que j'allais dans un petit café où j'allais tout le temps dans le Marais qui n'existe plus, qui s'appelait le Martini. Et les gens à côté de moi étaient en train de parler de tech, de valo, de levée de fonds. Et je me dis, mince, c'est bizarre. J'ai un peu écouté un peu les conversations et je me suis rendu compte que les gens de l'autre côté étaient aussi en train de parler de tech. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on était dans une période complètement folle qui a été le début de ce qu'on appelait la bulle Internet, où on levait énormément d'argent. Et même si on levait beaucoup d'argent à l'époque, et même si, vous avez rappelé que quand j'ai monté NetVibes,
Je crois qu'on a fait une des plus grosses levées de fonds à l'époque. C'est sans commune mesure avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que, déjà, ce qu'on a appelé pendant longtemps des startups et des dot-com, en fait, ce qui était des dot-com, c'est devenu des startups. C'est-à-dire qu'en fait, des boîtes qui n'étaient pas essentiellement technologiques ont préempté le secteur et on dit, nous, maintenant, on est des startups, on fait de la technologie, ce qui leur permet d'opérer, en fait, des business traditionnels, mais en prétendant avoir la valorisation d'une boîte de tech. C'est ce qu'a fait WeWork, c'est d'une certaine manière ce qu'a fait Uber, ce que fait Away aux États-Unis. Et c'est vrai que fondamentalement, pour activer ce genre de choses, on a besoin d'énormément de capitaux. À mon avis, le sujet aujourd'hui qu'on pose quand alors, je ne connais pas Miro, je ne connais pas la boîte et j'aime pas parler des sociétés sans les connaître, mais en même temps, j'ai eu l'habitude d'avoir des VC et de voir comment ça fonctionne. Déjà, en général, plus on lève d'argent, plus les conditions de sortie sont difficiles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir très très haut, sinon on perd tout parce que les VC reprennent une partie. Les conditions de sortie, donc c'est-à-dire le rachat éventuel. Voilà, il y a ce qu'on appelle les multiples, c'est-à-dire que quand on des ratchets, des clauses juridiques qui font que en général, quand on sort, les VC reprennent d'abord leur argent et ensuite, ce qui reste est partagé entre les différents actionnaires. C'est pour ça que j'avais un copain qui a vendu sa boîte 80 millions à Google il y a des années. Il a gagné absolument rien parce qu'il avait levé plus que ce qu'il a vendu et donc à la fin, il lui restait absolument rien. Donc ça, c'est un problème que ne voient pas souvent les entrepreneurs actuellement parce qu'on est dans une vision haussière. Tout le monde pense que le marché va grandir de manière quasiment exponentielle. Mais la réalité, c'est qu'on est peut-être à 1 an ou 2 ans d'une récession. Et la question qui se pose, c'est une fois qu'on a fait ces levées de fonds, une fois qu'on a acquis de l'argent, quand on a beaucoup d'argent, ce n'est pas toujours une bonne chose parce qu'au départ, quand vous montez votre boîte, vous avez des gens qui sont passionnés, qui sont intéressés par le projet, par la vision. Dès que vous êtes plein aux as, en fait, vous n'êtes plus que des gens qui viennent, des mercenaires qui viennent que pour l'argent. Donc c'est aussi très difficile à gérer la croissance. Et moi, je me pose la question, à l'époque, je trouvais que c'était très compliqué. Alors les États-Unis, ils sont assez militaires, ils savent faire. Ils savent faire grandir une boîte de rien à des milliers d'utilisateurs, d'employés, de manière assez simple. En France, je ne sais pas si on est capable de faire ça, mais ce qui est sûr, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que s'il y a beaucoup d'argent dans la tech, c'est que les investisseurs ne voient pas où investir ailleurs, à part dans l'immobilier. Et donc, on sent qu'en ce moment, on a besoin de faire grandir les boîtes. La question, c'est est-ce que ces boîtes sont aussi saines qu'on le dit, et puis surtout, est-ce que sur le long terme, surtout avec la récession qui vient, est-ce que ça va tenir à cette vitesse? Et alors, pourquoi est-ce qu'on continue en France de beaucoup promouvoir ce modèle de licorne, donc, qui consiste à lever des fonds, à être valorisé à 1 milliard avant d'entrer en bourse, alors qu'on voit qu'il y a des failles, effectivement. Vous parlez de récession, mais en parallèle de ça, il y a Emmanuel Macron qui a annoncé un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour pouvoir créer 25 licornes en France. Quand on va à des événements tech, c'est toujours ce modèle-là qui est mis en avant. Pourquoi est-ce qu'il continue à être autant promu ? Je pense qu'en fait, en France, on a un problème, c'est qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est... On pense que la France est mature pour faire ce que les États-Unis faisaient il y a 10-15 ans, justement à l'époque où NetVibes et que Dailymotion, Deezer, toute cette génération, Last.fm ou autre en Angleterre. Et en fait, je pense qu'on se trompe d'analyse. Ce qui s'est passé dans les 15 dernières années, c'est que 4 sociétés, à savoir Amazon, Apple, Google et Facebook, ont acheté, alors il n'y a pas que, il y a aussi Yahoo, Salesforce et d'autres, ont acheté des centaines de boîtes pour devenir les GAFAM. C'est-à-dire que pour devenir les boîtes, les géants qu'ils sont, ils ont dû acquérir énormément de sociétés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'ils achetaient une société, leur cours de bourse augmentait, donc ça leur faisait quasiment acheter ces boîtes pour rien, puisque finalement, ils récupéraient en valorisation le coût de ces boîtes. C'est ce qu'a fait Amazon, qui est capable d'aller sur n'importe quel secteur et obtenir des lignes de crédit par son cours de bourse qui monte.
C'était le cas de Google qui a acheté, il ne faut pas oublier que Gmail, Google Maps, enfin, toutes les applications phares de Google, Android, YouTube sont des acquisitions. Et donc, il y a eu ce segment. Aujourd'hui, ces boîtes sont dans une logique différente. Elles sont dans une logique dominante. Et donc, elles n'ont pas forcément envie d'acheter des boîtes concurrentes. Elles ont plutôt envie de les détruire. Il suffit de voir ce qui se passe entre Snapchat et Facebook. Au départ, la boîte était censée être un achat pour Mark Zuckerberg. Et ensuite, il a dit on va vous détruire. Et la manière dont il l'a fait, c'est qu'il a copié intégralement le produit et il a dit Instagram, maintenant en fait c'est Snapchat. Et a priori, ils ont gagné quasiment tous les nouveaux utilisateurs que Snapchat aurait dû avoir. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a 10 ans, le modèle où on investit parce qu'on va avoir des grosses sorties fonctionnait, parce que Google était acheteur, parce que nous on avait discuté à l'époque avec NetVibe pour le vendre à Google. Bon, ça s'était pas fait. Et maintenant, le modèle est différent parce que déjà, en Europe, les grandes boîtes du CAC 40 n'achètent pas ces sociétés et ne les achèteront pas à ce niveau. En plus, avec la récession qui vient, les grandes banques vont se dire, plutôt que d'acheter cette néobanque au prix fort, je vais attendre et dans 2 ans, on les rachètera pour une bouchée de pain. Donc, il y a ce genre de choses. Et de l'autre côté, il y a aussi ce mythe que le renouveau de la technologique, et ça c'est fascinant avec ce gouvernement, et je pense que c'est vraiment leur point, leur angle mort, c'est qu'ils ne voient la tech qu'à travers les startups et la valorisation économique. Ils ne la voient pas à travers la technologie, à travers le social, à travers le sociétal. C'est exclusivement ça. Et donc cette idée de dire que, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les startups en France, c'est surtout la reproduction des élites. Il y a tous les incubateurs parisiens qui se sont montés. Ce sont surtout des anciens d'écoles de commerce, d'enfants de bonne famille qui ont monté des boîtes pour espérer les revendre. Donc il y a eu aussi un transfert de cet argent sur une classe sociale très précise. Et il faut faire monter la mayonnaise maintenant en expliquant que ces boîtes ont atteint des valorisations tellement importantes qu'il faut les soutenir. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes une boîte qui vaut entre 300 et 500 millions en termes de valorisation et que vous êtes une boîte très intéressante, tous les private equity, tous les grands acteurs mondiaux vont regarder et vont soit vouloir investir, soit racheter. Si, pour beaucoup de boîtes, comme ça semble être le cas, ces gens ne regardent pas, c'est qu'ils se disent en fait on a survalorisé politiquement avec toutes ces boîtes et qu'aujourd'hui elles ne valent pas la valeur exactement. Et donc pour moi, ce qui se passe aujourd'hui avec les annonces, le Next 40, tout ça, les licornes, c'est de créer un mythe de croissance parce que tous les autres secteurs sont bloqués, on ne sait pas créer des choses, on n'arrive pas à améliorer les services existants, le modèle social est bloqué, plein d'autres choses où et donc on se dit on va construire un mythe et puis on va laisser l'argent privé financer ce mythe et on va surfer sur ce mythe. Et la réalité c'est qu'aujourd'hui sur les boîtes, il y a 3 types de boîtes. Il y a des boîtes qui sont des vraies pépites technologiques qui sont souvent rachetées, ça a été le cas de Zenly, ça sera probablement le cas d'Algolia ou de Dataiku qui sont elles parties aux États-Unis. Il y a des boîtes qui sont des boîtes transformatives sur des secteurs qui vont changer les choses, par exemple Alan dans la sécurité, dans la santé. L'assurance. On a la même chose dans l'assurance, mais qui seront des boîtes qui sont plutôt des boîtes à empreinte locale. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de gens qui sont un peu des stars de la communication et dont on va se rendre compte qu'elles ne délivreront pas les résultats promis. Donc, à mon avis, à défaut d'avoir beaucoup de licornes, on va avoir beaucoup de boîtes à sauver dans les 2-3 ans qui viennent. Parce que oui, l'argument derrière ce mythe, comme vous le décrivez, c'est aussi de dire on a besoin de géants du numérique qui vont concurrencer les GAFA ou les grosses boîtes tech chinoises. Mais pour vous, ce modèle-là, il n'est pas, il est pas pertinent justement pour créer des concurrents aux GAFA qui auraient un modèle aussi plus vertueux, plus à la française ou à l'européenne. En fait, c'est là où j'ai du mal à suivre le raisonnement du gouvernement actuel, c'est qu'en fait, quand j'ai parlé d'angle mort tout à l'heure, c'est qu'on oublie, on n'arrive pas à séparer la technologie d'une boîte qui utilise la technologie. Typiquement, par exemple, Gmail, c'est utiliser des technologies d'email qui sont gratuites et ouvertes. Ça veut dire que n'importe qui pourrait
lancer son serveur de mail. En fait, les technologies sont gratuites. Dans le moteur de recherche, c'est pareil. Dans la vidéo, dans plein de domaines, les technologies existent. Et donc aujourd'hui, face aux GAFAM, il y a 2 questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'il ne faut pas mieux investir dans des infrastructures souveraines, c'est-à-dire s'assurer qu'on utilise des technologies, notamment issues du logiciel libre, de façon à construire des alternatives, des infrastructures. C'est ce qu'a fait d'ailleurs la seule pièce de l'État qui, entre guillemets, utilise des technologies comme ça, c'est la Gendarmerie nationale qui est passée sous Linux, qui utilise que des technologies de logiciel libre et qui se sont construits en fait à leur petite place. Ils ont une alternative crédible. Investir dans des sociétés, notamment sur des secteurs comme la santé, comme l'énergie, ne peuvent pas être des alternatives aux GAFAM si on n'a pas créé cette infrastructure. Se dire qu'en France, en fait, désormais, l'État va utiliser que certains types de logiciels, qu'on les développe en interne, qu'on s'appuie sur des éditeurs de logiciels, parce qu'il y a beaucoup de petites boîtes. Il y a, à mon avis, une centaine de boîtes en Europe qui sont des mini Microsoft, des mini Google, des mini Apple dans leur domaine, mais qu'on n'aide pas, parce que ce qu'on veut, nous, c'est le profil type du start-upper en France. C'est sorti d'école de commerce, qui monte une boîte qui va tout changer, dans choisir le domaine de prédilection de cette personne, domaine dans lequel souvent il n'a jamais vraiment travaillé, et on n'investit pas dans les infrastructures, dans la technologie. C'est fou d'ailleurs que maintenant, ce qui était avant de la tech normale, enfin la technologie, du développement de produits faits par des équipes d'ingénieurs dans une boîte, maintenant ça on appelle ça de la deep tech, c'est-à-dire qu'en fait on a même ghettoisé le savoir-faire technologique pour promouvoir un savoir-faire essentiellement sales ou marketing. Donc on a effectivement ce problème. Ce n'est pas avec du marketing qu'on se battra contre les GAFAM. Si on veut se battre contre les GAFAM, on décide qu'il y a 3-4 secteurs stratégiques, 3-4 technologies stratégiques, on met le paquet, on investit et on développe cette infrastructure et comme elle est en logiciel libre, on peut permettre à d'autres pays de collaborer. Enfin, il y a un autre modèle à mettre en place et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on fait. Et à quoi il ressemblerait justement ce modèle différent de celui des GAFAM ? Déjà, ce qui est fascinant, c'est que le modèle actuel des big tech vient de la contre-culture technologique américaine, qui est d'essence libertarienne. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que au départ, l'informatique est quelque chose de très humaniste, de très noble, très intellectuel aussi, parce qu'on ne s'est pas encore confronté à la réalité. Quand on commence à se confronter à ça, c'est dans la fin des années 60, années 70, l'informatique devient quelque chose de très sale, tout simplement parce que l'ordinateur est utilisé pour la guerre du Vietnam ou pour la bureaucratisation à l'époque de la société, avec notamment des boîtes comme IBM qui sont là, qui vont devenir ces gros ordinateurs qui vont mettre tout le monde en fiche. À l'époque, c'est les étudiants de Berkeley qui manifestaient en détruisant des fiches perforées pour se dire hostile à la mise en fiche. Et puis, il y a un truc qui s'est passé dans les années 80, c'est l'ordinateur individuel. Ça devient non plus un outil de l'État, mais ça devient un outil de développement de l'individu. Et c'est très important aux États-Unis, c'est que l'informatique et la technologie est au service de l'individu. En Europe, on a une vision un peu différente, notamment avec des gens comme le Chaos Computer Club, qui en tout cas pour moi, été très influents dans les années 80-90, avec une vision beaucoup plus politique. On peut rappeler, donc, qui vient d'Allemagne, je crois. Et qui sont allemands, qui ont été créés par maintenant, malheureusement, il est disparu, Vo Holland, et qui ont été les premiers à promouvoir une vision du hack, ce qu'on appelle l'activisme, le hacktivisme aujourd'hui, notamment en piratant les serveurs de la NASA dans les années 80, en piratant les serveurs de la Poste, et de montrer en même temps que la technologie était... il ne faut pas oublier, à l'époque, on était en pleine guerre froide, et qu'en fait, des gamins prenaient le contrôle des installations qui étaient censées être inviolables. Et les États-Unis étaient évidemment pas contents, ils pensaient que c'était le KGB. Parfois, c'était d'ailleurs le KGB qui était derrière. Et de cette vision est née en fait une vision où la technologie doit être au service de la communauté. C'est d'ailleurs pour ça que le web est inventé
en Europe. C'est pour ça que Linux est inventé en Europe. Et quand on y pense, une boîte comme Google qui utilise le web et Linux, en fait, les outils qu'on a créés dans une vision très humaniste ont été détournés pour devenir les outils de domination de la technologie américaine et chinoise, parce que la Chine fait exactement la même chose. Et quand on parle de modèle alternatif, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la technologie doit être exclusivement commerciale ou est-ce qu'il ne faut pas la mettre au service de la communauté? On a, de la même manière qu'on a inventé l'État-providence et la social-démocratie, où on s'est dit on ne va pas être dans un modèle néolibéral pur, réganien, où on détruit tout, et même si c'est un peu ce qu'on est en train de faire en France, on a dit l'État va participer à développer des services, on va mettre en place une santé gratuite, une éducation gratuite. Et ben, d'une certaine manière, la réflexion sur la technologie doit être la même, c'est-à-dire qu'il faut se dire que un pourcentage de nos investissements doit servir à développer une infrastructure qui peut être gratuite. Il ne faut pas l'oublier, l'idée de faire des opérateurs Internet privés a été poussée avant tout par Clinton dans les années 90. Et quand l'Internet va arriver, les États-Unis disent tout doit se faire par le privé. Alors qu'à l'époque, France Télécom, qui était entièrement public, avait une vision différente. Le Japon aussi, il voulait tout câbler, mettre de la fibre partout et dire on va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau décentralisé, où il n'y a pas de serveur. C'est pas ce qu'on a fait, on a copié les États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un modèle dans lequel nous n'avons pas aucune légitimité, parce qu'on ne sait pas développer des boîtes tech de très haut niveau. Et surtout, on est sûr de perdre, puisqu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent qui est mis au service de ce modèle que face à ça, même si l'Europe s'unit, qu'est-ce qu'elle va faire? Rien. Donc, il faut complètement casser le jeu et se dire, tout ce qui est considéré comme du privé ou du commercial, on le transforme en quelque chose de gratuit, de public et de disponible. Donc, tout ce qui est technologie Internet, développement des réseaux pair à pair, décentralisation, enfin, repenser une infrastructure qui est complètement décentralisée. Et à partir de là, on peut créer une économie sur cette base, une économie différente et beaucoup plus sereine. Et est-ce que je vais être un peu défaitiste, mais est-ce que c'est encore possible ou de revenir justement à un web pour la communauté, ou d'une certaine manière on s'est un peu laissé vaincre par l'autre modèle dominant qui est celui des GAFA? En fait, c'est une question je pense qu'il y a vraiment deux idéologies aujourd'hui. Il y a une vision qui consiste à dire que tout est... il suffit de voir comment la ville a été envahie par les trottinettes et par l'ubérisation, et qu'en fait, on a laissé des acteurs privés se servir de ressources publiques qui sont les nôtres, sans contrepartie, sans négociation. Waze, aujourd'hui, a le droit de vie ou de mort sur les rues de Paris avec les embouteillages, on n'a pas accès aux données. Donc en fait, à un moment donné, la première des choses, c'est, il faut prendre conscience qu'en tant qu'État, et surtout en tant qu'Europe, on a un vrai effet de levier. Et ensuite, il faut se demander comment et où on investit. Aujourd'hui, quand on met 100% de l'argent sur les startups et qu'on arrête les subventions aux chercheurs, aux développeurs, quand on pense que, par exemple, la plateforme la plus utilisée en intelligence artificielle dans le monde, c'est une librairie en Python qui s'appelle Scikit-learn, qui a été fait en France par les gens de l'INRIA, qui était d'ailleurs même pas cité dans le rapport Villani, ce que je trouvais absolument scandaleux. Et qui sert à quoi cette Ça sert à faire toutes les opérations de base qu'on utilise dans le machine learning, manipuler les données, tout ce que les gens font pour... c'est des outils de base. Et c'est de la même manière qu'on utilise Excel quand on veut faire des tableurs, mais quand on veut faire ce genre de choses, on peut utiliser ça et ça marche très très bien. Amazon l'utilise, Apple l'utilise, tout le monde l'utilise. Et il m'expliquait qu'en fait, pour avoir 100 000 euros de subvention, c'était la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'en fait, on allait raconter et se gargariser en expliquant que l'ENS ou Polytechnique travaille avec Google, Facebook et les autres, mais on n'était pas fichu de donner plus de 100 000 euros aux gens qui développent les librairies qui sont ensuite utilisées par ces mêmes Google, Amazon et Facebook pour leurs projets. Et donc, il y a un vrai problème aujourd'hui de compréhension de la technologie. C'est-à-dire que l'Internet, ça reste quelque chose de technologique. Et donc, il y a des outils qu'on peut utiliser, qu'on peut développer, qu'on peut stimuler. Mais après, il faut y croire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a le mensonge
que tous les gens dans ces administrations se disent, c'est toute innovation géniale vient des États-Unis, ça c'est faux. 2, il faut beaucoup de gens pour développer de la technologie, ça c'est faux aussi. Et 3, on ne sait pas, une fois qu'on a développé ces technologies, on ne saura pas construire des boîtes. Ça c'est encore aussi faux. Le vrai problème, c'est que tous les gens qui développent des technologies intéressantes en France ne sont jamais achetés par l'État, qui préfèrent utiliser, là on l'a vu pour le hub de santé, va utiliser Microsoft, ou utiliser telle plateforme pour Amazon. Je crois que par exemple la SNCF va être sur Amazon, etc., etc. Donc en fait, on se rend compte qu'on ne valorise pas notre savoir-faire. Et ça, c'est un vrai problème. Pas aux bonnes entreprises, en fait, finalement. Oui, ou comme disait peut-être Al Gore à l'époque, il y a peut-être des gens aussi qui sont payés pour ne pas écouter. Donc il y a aussi peut-être aussi des gens qui pensent que finalement, ce modèle, qui est un modèle fluide, qui fonctionne, est peut-être le bon. Je ne sais pas, mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'au niveau de l'État et des hauts fonctionnaires, il y a un vrai problème aujourd'hui là-dessus, c'est qu'il y a une porosité, il n'y a pas de... Ce qui aurait dû être du niet absolu. Maintenant, c'est oui, on va faire des expériences, on va voir, et puis finalement, au bout du compte, on se rend compte que l'ensemble de notre vie est impacté par des plateformes privées qui ne payent pas d'impôts, et dont on ne comprend pas, qui sont en fait des boîtes noires, dont on ne comprend pas en fait les impacts ensuite sociétal et économiques. Alors vous défendez aussi une autre idée du web, justement, qui est le slow web et les slow technologies, qu'on pourrait comparer que vous comparez un peu à la slow food en opposition à la fast food qui serait incarnée par les GAFA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modèle de web et en quoi il pourrait être plus éthique et différent que celui vendu par les GAFA et autres plateformes? En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que le design, qui est d'ailleurs une discipline qu'on étudie de moins en moins quand on développe, a énormément changé. Alors, au départ, c'était très bienveillant. À l'époque de l'informatique traditionnelle, on essayait d'aider l'utilisateur à développer, à interagir. Ça a été les bases de l'interface homme-machine, les débuts du Macintosh. Et puis, quand le mobile est arrivé, ce qui est fascinant avec le mobile, c'est que c'est un appareil extrêmement personnel. Ça veut dire que ce que vous faites avec votre mobile est exclusivement destiné à vous, et pareil pour moi. Alors quand on avait un ordinateur, il pouvait être partagé, ce n'était pas forcément un outil qui était identifié. Et donc, pour une personne. Et ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'iPhone, c'est que progressivement, on s'est rendu compte que l'outil n'était pas qu'un outil d'interaction, c'était aussi un outil de collecte de données, puisqu'on collecte on est capable de voir, vous allez sur Instagram, vous ralentissez légèrement pour voir une photo. Ah, ce genre de photo qui est automatiquement analysée par une IA vous intéresse, donc on va changer votre profil. Et donc, ces téléphones sont devenus des boîtes noires et ont utilisé des techniques qu'on appelle souvent les dark patterns, donc pour nous obliger. La plus connue, c'est Facebook qui obligeait les gens en mettant un petit point rouge en permanence à uploader leur carnet d'adresse, l'intégralité de leur carnet d'adresse, alors que la plupart des gens n'avaient pas forcément envie et n'en avaient pas forcément conscience aussi. Et donc, on a en fait construit une machine qui est devenue en fait une machine à manipuler, qui est en permanence en train de nous espionner, en permanence en train d'essayer de voir les moments où on a des points faibles. Et donc, l'idée en fait du slow web, c'était de se dire que finalement, le téléphone mobile, c'est pas différent de ces boîtes qu'on achetait dans les années 80. Là encore, je trahis mon âge, où on avait des produits, on ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire qu'on achetait des trucs, c'était vraiment de la merde. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Et on n'avait aucune idée des impacts. Alors, on a un peu la même chose aujourd'hui, c'est qu'on a le téléphone et toutes ces technologies sont devenues très junk food. Déjà, il faut qu'on rende les gens addicts très vite. Et donc, pour ça, il faut utiliser des algorithmes qui sont assez... Voilà, au bout de 5 vidéos sur YouTube, c'est Yann Lequin qui le dit, et à mon avis, il ne devrait pas être fier de ça. Yann Lequin qui est le responsable IA de Facebook. Chez Facebook, parce que Facebook est aussi a une responsabilité là-dessus.
on veut tout de suite vous avoir capturé votre attention. Donc, au bout de 5 vidéos, on décide que voilà, on connaît un peu votre profil et à ce moment-là, on va vous envoyer que des horreurs, des choses de plus en plus violentes. Et ça, en fait, à un moment donné, on est un certain nombre d'entre nous. Hein, j'ai à se poser la question, est-ce que c'est ce genre de choses qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir une indigestion? En plus, ça collait avec un moment où la politique dans le monde devenait n'importe quoi entre le Brexit, l'élection de Trump et autres. Et donc, essentiellement, cette idée de technologie slow, donc slow, ça vient aussi de l'idée de slow living, c'est-à-dire se dire qu'il faut que la technologie nous redonne du temps à soi. Et n'essaie pas de préempter notre temps, c'est-à-dire quand on arrive sur une application et au bout de 10 minutes, on se dit « Ah mince, j'avais pas vu le temps passer ». Ça, c'était prévu par l'application, c'était fait pour ça. De la même manière que Netflix, qui fait tout pour nous empêcher d'aller dormir un dimanche soir, alors qu'on sait très bien qu'on doit se lever à 8 h du matin et qu'il devrait dire « Il est temps d'aller dormir, j'arrête le service ». Donc pour formaliser ça, j'ai travaillé sur quatre idées qui définissent les services de Slow Web. La première, c'est la transparence. C'est que ce que l'application fait est transparent. Aujourd'hui, quand je like une photo sur Facebook, j'ai l'impression qu'en fait, la personne dont j'ai liké la photo va avoir une notification. J'ai liké cette photo. La réalité, c'est qu'en fait, mon profil et ma relation avec cette personne est en train de changer. La photo a été analysée. Il aime bien les chats, on va changer son profil publicitaire. Il y a une dizaine de choses qui vont se passer sans que je le sache, à mon insu, et de manière totalement... On appelle les dark patterns. Exactement. Et sans que je le sache. Donc la première des choses, ça devrait être d'être transparent et de dire quand votre profil a été mis à jour, cliquez ici pour voir ce qui a été changé. Typiquement, ça devrait être des choses, on devrait avoir une forme d'ouverture là-dessus. La deuxième, c'est la manipulation. Donc, c'est cette idée qu'une application, quand on développe une application, on devient une forme de Dieu vis-à-vis de ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut leur faire quasiment ce qu'on veut. C'est une responsabilité importante. Et ça veut dire qu'on doit apprendre aussi à redonner de l'espace à l'utilisateur, ne pas essayer en permanence de choisir à sa place, de décider de la manière dont les choses vont intervenir. Moi, par exemple, reprenons Facebook. À un moment donné, Facebook voulait lancer sa marketplace. Bon, il y avait des choses horribles à acheter. Je ne sais pas d'ailleurs qui a réfléchi à ce produit. Mais... Qui achète sur le marketplace? Voilà. Mais indirectement, il y a probablement des gens qui le font, sauf qu'ils ont décidé de nous l'imposer. Donc, ça veut dire qu'ils ont été obligés de mettre l'article en mettant qu'il y avait des notifications, ce qui laissait sous-entendre que des gens que je connaissais avaient des choses à me vendre. Et en fait, quand on cliquait, c'était juste pour aller sur la marketplace. Donc, il y a eu tous ces genres de choses, de manipulation, qui sont un vrai problème. La troisième chose, c'est un droit à la vie privée qui est différent de la question de la vie privée. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. C'est l'idée de pouvoir utiliser un produit sans être en permanence surveillé, d'avoir un off-switch, de pouvoir se dire à un moment donné... j'ai envie d'écouter de la musique sur Deezer ou Spotify, mais je n'ai pas envie que Spotify sache que j'ai réécouté cette musique en boucle 90 fois, parce que ça va... Parce que ce qui est terrifiant, c'est que des choses comme la musique, comme nos choix ou nos goûts culturels sont désormais utilisables dans les matrices de machine learning pour identifier d'autres choses comme nos préférences politiques. Et donc, en fait, ce qui était un acte complètement bénin ou qui semblait être un acte bénin, écouter de la musique, devient en fait un acte politique. Et on se fait ensuite retargeter par tel ou tel groupe, tel ou tel... Donc, il y a un vrai sujet là-dessus, le droit à la vie privée, d'avoir une forme de mode incognito, on puisse dire. Là, vous n'écoutez plus, j'utilise l'application sans que vous m'embêtiez avec, comme on le faisait avant avec ces applications. Et puis la dernière chose, en fait, que j'ai rajouté cet été en allant à une conférence sur ce qui s'appelait The Ending Summit, sur comment c'est le droit de terminer une relation. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'on est connecté à nos applications forever. C'est qu'on n'a pas la possibilité de quitter ces applications. Et puis surtout, la rituel de quitter. Dans la vraie vie, quand les gens nous quittent, on a les enterrements, on a des choses qui nous permettent d'avoir une forme de j'allais dire en anglais closure, mais j'arrive pas à trouver le mot français. Conclusion. Conclusion, voilà.
Et il faut qu'on arrive à faire la même chose. On doit être capable de quitter un service, d'y revenir peut-être plus tard, mais de sortir proprement. Et donc, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui est fait. C'est une never-ending story. C'est que même si on quitte un service de Google, on ne peut pas quitter Google. Ou même quand on se met en pause sur Facebook, ben, ça continue en fait à travailler à notre insu. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et donc, c'est quatre choses. Hein, donc, la transparence, la non-manipulation, le droit à une vie privée et le droit de sortir, de terminer une relation avec un logiciel, ce sont les quatre choses qui permettraient de définir ce qu'est un peu le slow web. Et est-ce que vous pensez que les gens seraient prêts en fait à passer au slow web? Parce que je reprends ce que vous disiez au début, quand vous disiez que dans les années 80, enfin il y a quelques années, on achetait des produits qui étaient des boîtes noires, on ne savait pas d'où ils venaient, comment ils fonctionnaient. Et aujourd'hui, il y a quand même un souci de transparence de la population vis-à-vis de certains produits. Par exemple, le bio. Voilà, le bio. Mais je trouve qu'au niveau du numérique, on est encore, les gens sont plus ou moins conscients de ce que vous avez évoqué, enfin plus ou moins conscients parce que tout le monde n'a pas la même connaissance, mais de la manipulation, du fait d'être addict aux technologies et que nos données sont collectées, etc. Mais ils n'ont pas l'air pour autant prêts à passer à autre chose ou à se couper de Facebook, de Google Donc est-ce qu'ils seraient vraiment prêts en fait à passer au slow web que vous définissez? En fait, ce qui est intéressant, c'est que même si on bouffait des choses pas terribles dans les années 80, il y a quand même l'Europe était un endroit avec des réglementations sur l'alimentation extrêmement dures. D'ailleurs, ce qui historiquement, c'est la NASA qui a défini pour ses astronautes comment aller dans l'espace sans avoir la diarrhée. Donc, ils ont créé un système de gestion de la nourriture qui a été adopté par les Européens, curieusement pas par les Américains qui ont un standard plus faible. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le même genre de standard, comme on l'a pour la médecine, comme on l'a pour les médicaments, comme on l'a pour plein de domaines, où on n'accepte pas certains comportements. Ce qui est fascinant, c'est que toute la doctrine actuelle, y compris des gens qui s'opposent aux GAFAM est basée sur la collecte de données privées, alors qu'en fait, à titre personnel, je pense que ce n'est plus important. Ce qui est intéressant, c'est la collecte de comportement. C'est-à-dire que finalement, savoir que vous êtes une personne, que vous avez tel âge, n'a plus aucun intérêt pour une application. Ce qui l'intéresse, c'est la vidéo 2827, vous êtes resté 27 secondes. Donc si je vous montre la vidéo 2839, ça c'est dans la base de données de YouTube par exemple, là peut-être que je vais mesurer combien vous restez. Si vous restez plus, je vais vous envoyer. Donc en fait, on est rentré dans une analyse extrêmement comportementale de manipulation du comportement. Et pour ça, les régulateurs aujourd'hui ont beaucoup de mal. La CNIL n'est pas outillée. Aucune des instances de régulation en France n'est outillée pour ce genre de choses. Et c'est ça qu'il va falloir réguler. Est-ce qu'on peut autoriser une société qui, par exemple, respecterait la GDPR parfaitement, comme d'ailleurs toutes les big tech d'ailleurs, je pense que la GDPR a été inventée pour permettre aux big tech d'être totalement légales, et toutes les entreprises qui essaient de les concurrencer maintenant vont avoir beaucoup de mal parce qu'elles ont acquis ces données et maintenant on les a a posteriori adoubées. On leur a dit mais ce que vous avez, vous le gardez, vous ne pouvez pas le transférer ailleurs. Mais comme leur trésor de guerre est plus important, ça leur donne un avantage concurrentiel. Mais on pourrait imaginer aujourd'hui une application qui suit la GDPR et toutes les règles sur les données privées, mais qui manipule les gens. Et pour ça, on n'a pas pensé à ça. Et aujourd'hui, c'est un sujet, à mon avis, qui est un sujet clé. Hein. Ça a été le basculement pour le Brexit et l'élection de Trump. C'est désormais ce qui est important, c'est pas de dire qu'une personne a vu une fake news, c'est qu'on peut montrer à une personne une fake news à un moment où il est psychologiquement ou statistiquement, il sera psychologiquement le plus fragile. Voilà. De l'enregistrer, quoi. Voilà. Et donc, ce qui est fascinant et c'est ce qui, à mon avis, a changé à l'élection de Trump par rapport à Obama, c'est que l'élection d'Obama, c'était plutôt on organise une population grâce à l'Internet pour les amener voter, qui a été parfaitement exécutée. La vision de l'équipe de Trump, c'est de se dire on va toucher la personne au moment où elle est le plus sensible. Ça veut dire que vous pourriez très bien imaginer cette personne qui part voter, qui se dit bon, je n'ai pas envie de voter pour Clinton, mais je vais quand même voter pour elle. Il s'arrête, faire une pause pipi, il prend son téléphone,
il est à 2 minutes du booth du bureau de vote. Et là, hop, il y a une vidéo qui le rend hors de lui, tellement hors de lui que quand il y va, eh ben, il va voter pour Trump. Et ce genre de technique change fondamentalement la manière déjà dont on fait de la politique, puisque désormais, les gens qui gagnent aujourd'hui, que ce soit Johnson, c'est des gens qui jouent sur ça, c'est-à-dire qui créent une forme de violence interne et qui est accélérée par... parce que toutes les informations violentes sont évidemment statistiquement plus performantes que les actions apaisantes. Voilà, on est dans le rush de dopamine permanent. Et effectivement, il faudra une forme de dopamine, je sais pas, une dopamine agency, quelque chose qui permette d'identifier en fait la teneur de ces applications. Alors, ça a l'air complètement fou quand on en parle, mais on n'imaginerait pas une seconde qu'une société puisse mettre un médicament sur le marché qui n'ait pas été testé, avec des effets secondaires. Or, aujourd'hui, le comportement de certaines applications est très proche du médical. Donc pour vous, c'est plus en fait aux législateurs de faire quelque chose plutôt qu'aux gens eux-mêmes on va dire, de s'autoréguler dans leurs usages et d'essayer autre chose. Quand j'étais jeune, j'essayais de m'autoréguler en mangeant des bonbons Haribo, mais j'y arrivais pas. C'est que c'était toujours trop bon. Et puis à chaque fois que je sortais de l'école, j'allais m'acheter mes petites bouteilles de Coca. À l'époque, quand ça coûtait encore que 10 centimes. Et j'essayais d'économiser en permanence pour en acheter d'autres. Et aujourd'hui, finalement, sur son téléphone, Instagram ou toutes ces plateformes ont le même rôle. C'est-à-dire il paraît qu'il y a une statistique assez drôle, c'est que les ventes de chewing-gum se sont écroulées aux États-Unis parce que les gens passent plus de temps à gérer leur anxiété. Ça, je pense que ça doit être la même chose avec la clope, avec le téléphone. Et aujourd'hui, on peut demander aux gens d'être, évidemment, se réguler. C'est la même chose avec on attaque en permanence tous les smicards à la télé avec des jeux de paris en ligne en permanence. Et ensuite, on dit, ah oui, mais on a créé l'Argel, l'association pour réguler les jeux. Mais en fait, quand les gens sont matraqués de publicité du matin au soir pour acheter des choses et qu'en même temps, on leur montre la nouvelle voiture, la nouvelle télé, et ensuite, vous pouvez avoir un crédit limité. Et puis, on se rend compte que les gens, maintenant... En plus, on arrive maintenant sur une nouvelle type de population qui n'a pas forcément qui vit entièrement en ligne. Donc, c'est que le moment où vous réfléchissez, ils disent non, je ne vais pas prendre un crédit. Vous n'y réfléchissez plus parce que c'est un clic et puis vous êtes déjà sur le sign-up pour le truc. Donc, on a un vrai sujet. Et ça, c'est un sujet qui n'est absolument pas traité ni par le régulateur actuel. Je crois qu'il y a un seul candidat aux États-Unis, c'est Andrew Yang qui s'est positionné là-dessus et casser les GAFAM, même si moi je pense qu'il va falloir réguler très fortement les GAFAM et qu'il va falloir réguler très fortement la technologie, en tout cas identifier des domaines sur lesquels l'État ou l'Europe a son mot à dire. Pour l'instant, encore une fois, c'est des sujets... qui, à mon avis, vont prendre de l'importance dans les années qui viennent. Parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver dans un monde où une grande partie des gens, sur leur téléphone mobile, vivent dans un monde parallèle. Et alors, en France, vous dites aux États-Unis, il y a un candidat qui s'y intéresse. En France, vous portez un peu... Vous n'êtes pas du tout candidat, mais vous portez cette voix. Est-ce que vous faites partie d'un groupe qui porte aussi ce discours-là, ou vous vous sentez un peu seul aujourd'hui sur ces questions ? Non, en fait, ce qui est intéressant en France, et c'est un peu le drame, mais c'était aussi le cas avec la loi Hadopi et l'ancêtre de l'Hadopi, la LCEN. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux questions numériques, qui n'ont pas forcément les mêmes agendas politiques. Il y a des gens qui ont une vision beaucoup plus, un peu plus extrême, comme par exemple la Quadrature du Net, mais qui a fait un travail remarquable sur ces questions. On est beaucoup à se retrouver sur ces questions, pas forcément pour les mêmes choses. Moi, je pense en fait que il doit exister. Enfin, j'ai fait partie d'un monde de start-up et je pense que c'est intéressant et c'est important que ce modèle existe. Mais là, on a abusé, c'est-à-dire qu'on a utilisé beaucoup d'argent public pour financer des choses qui ne servent à rien. Et en même temps, on n'a pas assez investi dans les technologies clés ou d'infrastructures. Et il y a des gens du libre qui sont aussi dans cette dynamique, pour d'autres raisons.
Mais sur la question, précise de la modification comportementale, on n'est pas beaucoup. Il y a le Center for Human, pardon, le truc de Tristan Harris, dont le nom m'échappe à l'instant, et surtout d'Azar Raskin, dont le père avait développé le Macintosh et avait été un peu le père du Human Design, justement. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais j'espère en fait que les gens vont commencer à en prendre conscience et s'intéresser à ça. Aujourd'hui, le principal sujet, c'est soit comment on bloque les GAFA, comment on s'oppose aux GAFAM, comment on les casse, qui est un sujet. Le deuxième, c'est comment on gère la vie privée et l'évolution des technologies autour de la vie privée. Alors là, c'est aussi beaucoup lié à la reconnaissance faciale. Donc là, on est assez bon. Le travail, effectivement, de la quadrature du net. De la quadrature du net, mais aussi de la CNIL, même si je trouve que la CNIL pourrait faire plus sur ces questions. Et puis, il y a maintenant une nouvelle question, c'est la combinaison des deux, plus la modification comportementale et la manière dont les applications sont pensées pour nous rendre fous, ou arrêter de nous faire réfléchir, y compris sur des choses qui sont importantes pour nous, pour nos familles, pour notre santé mentale et financière. Parce qu'on se retrouve en permanence à vouloir acheter des choses. C'est vrai, sur Instagram, il y a toujours des choses qu'on a envie d'acheter. Toutes les 3 ou 4 photos. Là, on n'a pas encore réussi à construire quelque chose. Et là, pourtant, c'est, à mon avis, là que le gouvernement devrait se positionner. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas leur domaine. Ils ont décidé de s'intéresser uniquement au financement des startups. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en vois. Et là, il y a un trou béant et il y a une opportunité énorme. Très bien, merci. Peut-être pour finir, justement pour vous, en 2020, est-ce qu'il y a un prochain accomplissement pour aller vers cette idée que vous défendez à titre personnel, que vous comptez mettre en place? Vous avez votre plateforme déjà Dissident oui, AI, qui est en fait un peu un outil. On est quelques milliers d'utilisateurs. C'était surtout une façon de voir comment développer un produit qui correspond à ça. La question, en fait, pour 2020, là, on arrive à la fin d'une décennie. De 2010-2020, ça a été la décennie des GAFAM. Donc, de l'étouffement progressif de toutes les formes d'usage du numérique par quelques sociétés. Et la question aujourd'hui, 2020, c'est quels sont les choix, sachant qu'il y a une autre problématique dont on n'a pas parlé, qui est la problématique écologique, avec l'urgence climatique. Autre gros sujet. Ces technologies, notamment l'intelligence artificielle et le machine learning, et cette idée de faire un computable world où tout est résolu comme un problème de maths, a une consommation d'énergie démente. Et est-ce que c'est compatible avec ce qu'on veut, parce qu'on a d'un côté l'ubérisation de la société, la computation du monde, et de l'autre côté la manipulation comportementale. Ces 3 choses, en fait, ont une consommation d'énergie dingue. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça, ou est-ce qu'on peut trouver des alternatives? Et pour moi, là, les 10 ans qui viennent, ça va être d'essayer de voir justement, soit à travers une boîte, soit à travers d'autres formes, comment justement appréhender ces sujets. Ok, très bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Merci Tariq beaucoup. Krim, pour ce podcast, et à bientôt.